Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Alors, est-ce qu'il y a une proposition de nom, pour démarrer, pour la future région qui vous concerne un peu directement, Auvergne-Rhône-Alpes? Comment est-ce que vous allez vous... Moi j'aime bien Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous ne voulez pas trouver une autre appellation, une nouvelle appellation? Non. On risque pas de froisser les uns et les autres. On met Auvergne en premier, si j'ai bien compris. Vous voulez qu'on appelle ça le Grand Dauphiné ou quelque chose comme ça? Non, non, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Juste quand même, quand on regarde cette carte, moi il y a une chose qui me frappe, c'est que ça ressemble beaucoup à un Yalta des barons. C'est-à-dire qu'au fond, on a le sentiment qu'on a quand même brocardé la République et son organisation en fonction d'un certain nombre d'impératifs et de petites négociations politiques. On taille une région sur mesure pour la puissante Ségolène Royal au milieu. On va l'appeler la Ségolènie, alors, cette grande région, Poitou-Charentes, Auvergne-Limousin. Je vous laisse être créatif. En même temps, il ne faut pas oublier que là, ce dont on parle, c'est les frontières de la République, son organisation territoriale, au fond, l'organisation séculaire de la France, et que tout ça, on a le sentiment que ça s'est négocié à la dernière minute, et que même jusqu'au bout, dans les documents qui étaient transmis par la présidence de la République, il n'y avait même pas le nombre de régions. Si on prend la région Aquitaine... Sur le principe, pardon, vous êtes d'accord sur le fait qu'il fallait supprimer des régions, réduire ce nombre de 22, juste sur le principe? J'ai aucun problème sur le principe. D'accord. Je pose 3 exigences. Oui. La première, c'est d'abord quelle proximité administrative? Vous, moi, nos téléspectateurs, pour nos démarches administratives, on ira où? Qu'est-ce qui garantit une certaine proximité administrative? La deuxième question, c'est les économies. À quel endroit? Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire croire qu'un claquement de doigts va faire disparaître les tâches, les missions. Qu'est-ce qui permet de se dire que parce qu'on va fusionner des régions, ça permettra d'exercer les missions avec moins de personnes? Et là, sur cette question-là, on est très silencieux du côté du gouvernement. Et puis la troisième question, et qui renvoie à ce qu'on se disait sur qu'est-ce que c'est que la France. Et vous le disiez au fond avec une forme d'humour, mais c'est intéressant ce qui ressortait immédiatement. C'est les noms au fond des anciennes baronnies du Moyen-Âge qui sont en train de ressortir. C'est l'Occitanie, c'est le Dauphiné, c'est le Duché de Bourgogne. On a mis à peu près 15 siècles à construire l'unité de la France et son organisation. Et là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a le sentiment que tout d'un coup, on va la brocarder. Non, on fait des grandes régions pour l'Europe, parce que l'avenir de la France, c'est l'Europe, donc il faut se tourner vers cette Europe avec des grosses régions. Non, l'avenir de la France n'est pas que l'Europe. L'avenir de la France, c'est aussi le maintien de la République, son organisation territoriale, et le fait que partout sur le territoire, parce que c'était la garantie de la République, on a accès aux mêmes politiques publiques. L'avenir de la France n'est pas la dilution entre, d'une part, une Europe et des grandes euro-régions. C'est une profonde erreur. Il y a une place et une nécessité en France pour un État qui permet de garantir à chaque citoyen qu'il a accès partout aux mêmes services publics. C'est pas anecdotique. Laurent Wauquiez, pour être honnête, on a du mal à distinguer l'opposition, sans mettre en doute votre sincérité, mais l'opposition systématique au gouvernement, qui au fond est le rôle de l'opposition, et puis ce que vous pensez réellement et ce que vous auriez fait. Par exemple, exemple concret, votre région, l'Auvergne, vous êtes député de la Haute-Loire, vous êtes le maire du Puy-en-Velay, c'est incohérent de marier Auvergne et Rhône-Alpes? Non, pour moi, région à moi, ça n'est pas incohérent. Mais je suis un député de la nation. J'essaye de regarder globalement comment tout ça fonctionne. Pour ma région, ça n'est pas incohérent, je le dis simplement. Et le projet là, Rhône-Alpes-Auvergne, c'est un projet qui a du sens. À l'inverse, qu'est-ce qui me gêne? C'est qu'on a quand même l'impression que tout ça a été tiré au loto en fonction d'arbitrage politique et du poids des différents barons locaux. La Champagne-Ardenne avec la Picardie. Mais allez demander aux habitants de Champagne-Ardenne s'ils se sentent tournés vers la Somme. Enfin, c'est des questions qu'on peut poser aux gens. Oui, mais c'est pas un concours régional c'est pas un concours de culture régionale. L'idée, comme le disait Christophe Barbier, c'est de créer des régions fortes. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Mais c'est extraordinaire. On parle des gens. On parle de la politique routière, on parle de la politique scolaire, on parle de l'organisation de bassins de vie. De quel droit est-ce que vous avez une espèce de supériorité du pouvoir présidentiel qui a pris sa paire de ciseaux et qui, le soir, en ayant visiblement encore hésité jusqu'à la dernière minute, a décidé tout d'un coup de qui allait être attaché à qui? Il faut un référendum dans chacune des régions concernées. Il faut un débat parlementaire avec droit d'amendement ouvert pour les départements, pour les parlementaires qui puissent changer cette carte. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'il faut permettre aux populations, aux départements, de pouvoir s'exprimer. Et donc, je suis favorable à ce que dans chaque département, les populations puissent être consultées et dire écoutez, nous on veut plutôt aller sur telle région parce qu'on s'y sent bien, ou on veut plutôt aller sur telle région parce que c'est notre bassin de vie. Ça peut donner une pagaille incroyable avec des départements voisins qui choisissent des régions différentes. Vous voyez, ça aussi pour moi c'est un peu de la vieille politique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a peur de la vie des gens,
que vous avez peur de demander à l'habitant de Haute-Loire s'ils se sont plutôt tournés vers Lyon ou s'ils se sont plutôt tournés vers le Limousin. N'ayons pas peur de demander aux habitants, très simplement, qu'est-ce qu'ils veulent comme organisation territoriale. Alors justement, nous passons au sujet UMP maintenant. Laurent Wauquiez, que se passe-t-il à l'UMP? J'allais dire, quel spectacle depuis quelques jours. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire un peu à tous ceux qui nous regardent ce matin et éventuellement aux militants de l'UMP? D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce spectacle est pitoyable, que j'en ai profondément conscience et que je vois bien à quel point on abîme la politique avec tout ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. Qu'il y a uniquement 3 façons d'en sortir et qu'on a besoin des 3. La première, c'est remettre de l'intégrité et de l'honnêteté. Ça vaut pour mon parti politique, ça vaut pour toute la politique en France. De l'honnêteté? Il y avait un problème d'honnêteté depuis 2 ans, donc. Monsieur Toussaint, il ne vous a pas échappé qu'il y a un petit problème, oui, d'honnêteté et d'intégrité dans le fonctionnement de la politique française. Et non, mais là, on parle de l'UMP. Donc Non, mais on a un problème global dans le fonctionnement de la politique française. Quand on a une affaire de surfacturation, oui, il y a un problème d'honnêteté et d'intégrité. Quand on a 20 millions d'euros qui ont disparu dans la nature, oui, il y a un problème d'honnêteté et d'intégrité. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut remettre de la transparence. Il faut remettre de l'exigence. J'ai fait partie des très rares députés à voter la loi sur la transparence. Sur ce sujet-là, je suis vraiment d'une rigueur absolue. Je considère qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas d'une intégrité et d'une rigueur totale sur ces questions financières. C'est la première question. Sinon, il ne peut pas y avoir de confiance. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tout le monde arrête le concours des pommes de discorde. Je vois depuis une dizaine de jours les uns et les autres faire des commentaires, les uns attaquant les triumvirats, les autres reprenant la polémique Copé-Fillon. Il faut bien trouver une solution pour diriger ce parti quand même. Mais bien sûr. Et donc c'est pour ça que je dis stop. Que tout le monde arrête son concours de petites phrases. Et votre solution, c'est quoi? C'est le triumvirat ou bien c'est laisser Copé jusqu'au congrès d'octobre pour expier les affaires courantes? La solution, elle est très simple. C'est celle qu'on a décidée la semaine dernière. Elle n'est pas légale, disent certains militants. Elle n'est pas dans les statuts. C'est là où je dis de grâce que tout le monde reprenne un peu de sérénité. Qu'est-ce qui se passe? On a un président qui a décidé de se mettre de côté et c'était la meilleure décision qu'il fallait qu'il prenne et c'est bien qu'il l'ait prise. Ensuite, on a une direction qui a décidé de démissionner aussi parce que sa responsabilité est engagée. À partir de là, on confie de façon transitoire la responsabilité de notre famille politique à 3 anciens premiers ministres. C'est quand même pas des personnalités qui sont horribles ou qu'on aurait sorti de la boîte. 3 anciens premiers ministres qui juste pour quelques mois, c'est-à-dire d'ici à septembre-octobre. Ça donne une idée du climat. Ça donne une idée du climat actuellement à l'UMP. Si même ça, on n'arrivait pas à l'instaurer... C'est pour ça que je le dis très solennellement, que tout le monde reprenne les esprits, arrête les petits jeux, des petites phrases et des petites attaques, comprennent que cette espèce de destruction du parti de l'intérieur, ça suffit, Laurent Wauquiez, et que tout le monde soit un peu responsable. Le coup de sifflet que vous réclamez, il n'est pas encore là. Écoutez François Fillon hier soir. Les soupçons et les affaires nous ont blessés. Des millions d'euros détournés. Est-ce que c'est cela la politique? C'est pour cela que nous nous sommes engagés? Est-ce que la fin justifie toujours les moyens? Est-ce qu'on peut mentir, tricher, détourner l'argent des adhérents et des sympathisants et ensuite prétendre représenter la France et les Français? Moi je vous réponds non, non et non. Il y a tellement à dire sur les comportements. J'avais laissé échapper, au moment de l'élection à la présidence de l'UMP, une formule qui avait beaucoup choqué, en disant un parti, c'est pas une mafia. Eh bien oui, un parti, ça n'est pas une mafia. Alors, la mafia UMP. J'en ai moi-même parlé. Oui. C'est-à-dire que j'ai moi-même dit que dans la période actuelle, on n'a pas besoin de ce genre de phrases et de ce genre de mots. Et donc, juste, Monsieur Toussaint, je voudrais aller jusqu'au bout. Mon propos, il est simple, que tout le monde reprenne ses esprits, que tout le monde joue le jeu de l'apaisement. Et le troisième enjeu? Et si vous me permettez aussi, l'espoir est possible. C'est-à-dire qu'on peut reprendre de l'espoir. Et je pense qu'il y a aussi des élus au sein de notre famille politique qui essayent de faire leur travail honnêtement, correctement, avec des convictions, sans être uniquement dans le bal des égos, et c'est ce qu'on peut retrouver. La troisième chose, c'est des idées. On a besoin d'idées fortes. Pour 2017, 2 questions. Non, pas pour 2017, c'est maintenant. Alors pour 2014, Laurent Wauquiez, je voudrais vous poser 2 questions très simples qui amènent des réponses tout aussi simples normalement. Êtes-vous candidat à la présidence de l'UMP pour le prochain congrès? Ma réponse est très simple. Pour le moment, aujourd'hui, cette question pour moi n'est pas d'actualité. Pourtant, il faudra bien trouver un président pour le mois d'octobre. Enfin, juste quoi? On sort d'une crise. Il y a une semaine, on était en état d'explosion.
on a une situation qui reste encore sous le contrôle de la justice. Et vous avez déjà chacun qui arrive avec son petit ego personnel et qui vient sur la table et nous dit « Tiens, au fond, moi j'ai la solution, je suis l'homme providentiel et miraculeux. » Simplement pour moi, ces espèces de candidatures frénétiques, tout de suite immédiates, ont quelque chose d'indécent. On commence par essayer de remettre un peu d'unité. C'est quoi le bon timing ? Le bon timing, c'est on commence par se rassembler, D'accord. on commence par stabiliser la solution intermédiaire et provisoire, on organise la façon dont ces élections vont se faire, Et on verra. et que chacun prenne juste quelques semaines pour suspendre légèrement le bal de ses égos. Et ça veut dire qu'à la rentrée, on voit si Nicolas Sarkozy veut ou non reprendre le parti. Ça veut dire qu'à la rentrée, sereinement, on s'organise pour faire une élection. Nicolas Sarkozy, c'est une des grandes figures de notre famille politique. On a besoin de tout le monde comme de lui. Et si jamais il a envie de revenir, c'est à lui de le dire. Et est-ce qu'il faut engager l'UMP vers une sorte de réforme idéologique pour aller vers un grand centre droit, puisque à votre droite, sur la droite dure, le FN prend la place, et puis donc vous pourriez vous rapprocher du centre et refaire une grosse UDF comme à l'époque ? Surtout pas. Cette solution, pour moi, c'est une vraie impasse, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on part d'un pays qui est en crise de valeurs, et on lui dit, nous, on a une solution miracle, on va vous faire une petite alliance politique entre l'UMP et l'UDI. La réponse, elle n'est pas comme ça. Vous ne répondez pas à une crise de valeur par un petit appareillage de boutique politique. Petit appareillage, vous allez faire plaisir à Alain Juppé. C'est lui qui propose ça. Oui, je sais, je ne suis pas d'accord avec cette proposition sur le fond. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une droite qui assume ses valeurs, qui assume ses idées, qui met des propositions fortes sur la table, et pas d'une droite timorée. Et ça, c'est un point très important. On a en ce moment un débat à l'Assemblée, parce qu'il y a aussi du fond quand même, qui est par exemple le débat sur la loi pénale. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a une gauche qui, au fond, d'une certaine manière, est sur un laisser-aller généralisé, qui a l'emprisonnement honteux, qui n'assume pas le fait de dire il y a des délits face auxquels il faut mettre des peines d'emprisonnement. La question toute simple, c'est est-ce qu'en face, on est capable de mettre une droite qui assume de défendre des valeurs de respect et de fonctionnement du système pénal. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de 8h30.